Bien, bah, écoutez, bonne session à vous. Je suis ravi de vous accueillir encore aujourd'hui. On est un petit peu moins nombreux que la dernière fois. On était une soixantaine la dernière fois. Là, on est à peu près la moitié. Je pense qu'il y a encore un peu de gens en vacances. Et puis après, bah, il y a la période fiscale qui va commencer à chauffer un peu plus chaque semaine. Voilà, bah, écoutez, en tout cas, ravi de vous accueillir. Je laisse arriver les derniers participants. Je vais laisser encore 2-3 minutes comme d'habitude. On va démarrer à 35. On va discuter aujourd'hui des agents IA. On va faire une introduction aux agents IA. Vous allez voir que c'est quand même très intéressant et vous allez bien comprendre la différence avec les autres briques technologiques. Et puis évidemment, on va essayer d'appliquer ça à quelque chose de très concret, hein, puisque j'ai évoqué la dernière fois, j'ai évoqué des choses qui parlent de tableau de bord, de chiffre d'affaires, pilotage de gestion, et je vais réévoquer des statistiques qui montrent quand même des évolutions importantes à connaître et dont il faut prendre conscience régulièrement pour être bien dans le coup. Et donc, vous allez voir comment on pourrait peut-être utiliser l'IA et différentes briques technologiques pour compenser peut-être une évolution négative de certains honoraires dans votre cabinet par des choses nouvelles. Hein, on va reparler de ça. Donc, OK. Alors, je salue un petit peu tout le monde. Bonjour Stéphane. Alors, il y a beaucoup de monde. Il y a plusieurs Frédéric, il y a Pierre, il y a Pascal, il y a Mireille qui est là, il y a Paul, Paul qui est là. Bonjour Agnès. Bon, vous êtes assez nombreux là, on est en train de dépasser la vingtaine. Bon, en tout cas, merci de vous mobiliser. On va essayer de continuer à évoquer des choses. Alors, comme vous le savez, Euh, on n'est pas sur des webinaires de formation pure ou de démonstration permanente d'outils type ChatGPT ou d'autres, hein. Ça, il y a des gens qui le font très bien. Je pense particulièrement à des gens comme Vincent Lacombe, Vénitien Ducard ou encore d'autres, hein. Donc, ils organisent assez régulièrement des webinaires, ils postent beaucoup sur LinkedIn. Donc, toutes choses très intéressantes puisque très appliquées à votre profession. Puis ils sont quand même experts comptables eux-mêmes, donc très impliqués dans la profession et très impliqués sur le développement de l'IA dans la profession. Là, on va être plutôt sur, encore une fois, des aspects un peu stratégiques, hein, et c'est ce que j'aime, ce que j'affectionne beaucoup, puisque avec mon passé important dans la profession, pour pas dire plus, ça me permet d'avoir un peu de recul sur ce qui se passe et sur comment les choses évoluent. Et je me rends compte que les choses évoluent extrêmement rapidement en ce moment. Et donc, c'est quand même important qu'on en discute et qu'on puisse se faire une idée de peut-être comment anticiper un certain nombre de phénomènes que vous traversez, dont vous avez une conscience parfois un peu diffuse, mais qui sont quand même vraiment très importants dans l'évolution de votre cabinet et dans le futur de votre cabinet. Alors, je vais vous afficher. Donc, je salue les derniers participants, les derniers arrivants. Allez, on va partir dans mon diaporama. Voilà, je fais un petit peu de vide à l'écran. Tac. Allez, c'est parti pour une nouvelle session. Donc, on va évoquer le fait que très probablement le chiffre d'affaires de la tenue comptable, mais on pourrait ajouter la tenue sociale, hein, ça rajouterait quelques pourcentages de plus en termes de chiffre d'affaires, parce que le social a pris une importance euh, vraiment sérieuse au sein du chiffre d'affaires des cabinets. On est entre 15 et 25% parfois de chiffre d'affaires en social, donc c'est quand même considérable. Donc forcément, la tenue, qu'elle soit comptable, sociale ou d'autres choses qui vont être impactées par l'IA et par la facture électronique, font que on peut penser que sur quelques années, on aura un chiffre d'affaires qui va muter et donc le chiffre d'affaires actuel
accompagné du travail actuel qui vont disparaître progressivement. Ça va pas se faire en 2 jours, évidemment. Ça mettra des mois, des années, peut-être pas mal d'années, peut-être plus qu'on ne le pense. Hein, souvent, on a toujours tendance à penser que les choses vont aller très vite et puis elles mettent beaucoup plus de temps à se révéler. Là, j'ai toujours l'impression que la technologie va tellement vite que vous serez amené à l'adopter forcément. Et donc, je voulais essayer d'évoquer, de rapprocher cette évolution du chiffre d'affaires, l'arrivée de typologies de prestations, de missions qui deviennent de plus en plus possibles et faciles à produire. Et je voulais introduire en même temps les agents IA qui sont un peu, pour moi, la brique technologique majeure qui est en train de monter en puissance en 2025. Et je vais commencer à évoquer un petit peu comment ça se présente, sous quelle forme, sous quelle modalité, qu'est-ce que ça fait. Et je vais vous montrer 2 exemples d'outils. Alors, on ne va pas aller très loin dans l'évocation des outils, mais je vais vous en montrer un en live qui fonctionne en langage naturel, donc qui est vraiment l'agent le plus facile à utiliser possible. C'est pour l'instant une sorte de version bêta qui est très sympa. Mais vous verrez que en fonction de ce que vous voulez faire, il y aura peut-être des choix aussi à travers ces typologies d'agents qu'on évoquera plus la prochaine fois, le 28. Donc, simplement 2, 3 slides d'actualité. Il faut savoir que Sam Altman, le patron d'OpenAI, a annoncé l'arrivée de la version 4.5 de ChatGPT et a annoncé, je regarde juste si vous avez bien mon écran, parce que j'ai un truc un peu bizarre sur mon écran de garde. Non, ça a l'air d'être bon. A annoncé également l'arrivée de la version 5, hein, qui depuis pas mal d'années fait fantasmer tout le monde, puisque on avait annoncé que c'était une intelligence, une IA générale, donc dont l'intelligence, entre guillemets, serait supérieure à celle de l'homme. Euh, Bon, je pense que c'est prématuré de dire ça, mais en tout cas, il y aura beaucoup de choses qui vont évoluer. Ok, oui, pardonnez-moi. Voilà, donc, alors ce qui va arriver, effectivement, c'est que dans la version 4.5, on aura une fusion de tous les modèles. Et ça sera le dernier modèle qui n'est pas un modèle basé sur le schéma de la chaîne de pensée, comme on dit, hein, qui a une façon très, très profonde par étape d'analyser votre question et de vous répondre en s'auto-validant, en faisant des étapes de pensée profonde. Donc ça, la 4.5 sera la dernière version qui n'intégrera pas cette technologie-là. Par contre, là, dans la 5, on aura quelque part la capacité d'avoir un choix automatique par l'IA qui, en fonction du niveau de la question, vous donnera l'accès à la meilleure IA ou au meilleur modèle pour vous répondre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de faire un choix entre ChatGPT 4o ou O1 ou O3 ou des modalités de O1 et de O3. Là, pour le coup, vous aurez directement l'IA qui va faire un peu le travail de sélection à votre place, à notre place. Et pour tout ce qui est en modèle O1 ou O3 qui n'avait pas forcément les autres outils, donc la voix, Canvas, la recherche profonde, etc., on aura aussi toutes ces fonctionnalités-là qui seront livrées par défaut. Hein, le fait de pouvoir charger des fichiers, tout ça, ça sera dans le modèle par défaut. Hein. Donc ça, c'est en train d'évoluer très fort. Il y a beaucoup d'annonces depuis au moins 3 mois. Hein. OpenAI, ça n'arrête pas en ce moment. Il y a eu également une autre annonce, c'est Grok 3, donc l'IA de XAI de Elon Musk,
qui est l'un des modèles les plus performants du moment. Donc, Musk s'est remis dans la course, hein. Il avait pris beaucoup de retard à l'époque où il avait quitté OpenAI, puisqu'il était dans le projet OpenAI avec Sam Altman au début, et puis il était parti parce qu'ils étaient en désaccord. Et là, il a lancé Grok, mais là, il est en train de revenir dans le jeu avec un modèle qui commence à être vraiment très, très performant, hein. Donc, il est très bien placé dans les benchmarks. On a aussi le CHAD Mistral, donc l'outil français. Alors, français, au niveau des capitaux, il est plus trop maintenant, hein, mais d'origine, il est français. Et quand on regarde le benchmark, Mistral, quand il vous répond à une vitesse qui est supérieure à 1000 tokens à la seconde, ce qui veut dire que la page s'affiche d'un coup, contrairement à ChatGPT, qui est pratiquement 10 fois moins rapide, hein, et les autres encore un peu moins. Donc 1100 tokens par seconde. On a même un autre modèle qui est connu, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, qui s'appelle Perplexity, qui est un excellent modèle pour faire de la veille avec des sources, hein. C'est l'un même des meilleurs modèles pour ça, qui est encore plus rapide, qui tourne à 1200 tokens par seconde. Donc là, on a vraiment des outils qui commencent à être d'une rapidité colossale, hein. Mais ça, je l'ai déjà précisé dans des webinaires précédents, c'est lié aux puces NVIDIA ou Grok, Grok avec un C, ou encore d'autres constructeurs qui ont vraiment des matériaux maintenant, matériels, pardon, qui sont vraiment top niveau. Voilà. Je vous ai ramené un petit tableau qui compare les fonctionnalités des différents chatbots. Ça peut être intéressant pour vous si vous voulez faire des choix entre des modèles payants et des modèles gratuits. Hein, Mistral est gratuit, donc il fait quand même beaucoup de choses. Alors, c'est sûr qu'il y a certaines choses qu'il ne fait pas, hein, c'est les petites croix rouges dans le tableau, mais il peut servir d'alternative gratuite à une version de ChatGPT payante, team ou individuelle. Donc, vous voyez, ça peut vous rendre service. Et sachez aussi que chaque IA a des capacités, je l'ai déjà rappelé dans plusieurs webinaires, des capacités différentes en termes de fonctionnalités, mais ça change extrêmement vite. Chaque semaine, il y a des changements, donc c'est compliqué de suivre. Voilà, bon, toujours est-il qu'il faut se garder un petit peu en veille là-dessus, et il y a des choses toujours intéressantes. J'avais nommé aussi j'avais nommé des IA chinoises, donc notamment DeepSeek et Qwen, hein, qui sont aussi dans la course. Donc entre ChatGPT qui mène la course en tête, Grok 3 qui revient dans le jeu, les deux IA chinoises, Mistral, et puis après, bah, il y a les classiques, Copilot de Microsoft qui est toujours le moins bon. Il y a Gemini de Google, il y a Meta pardon, Llama de Meta. Il y a beaucoup de choses quand même qui tournent aujourd'hui. Certains vous proposent des fonctionnalités open source que vous pouvez télécharger sur un serveur chez vous, de façon à avoir une confidentialité sur les données et sur les interrogations que vous allez pouvoir faire en téléchargeant des fichiers, des fakes ou d'autres types de documents. Voilà. Une petite chose aussi sur l'écologie, j'en parle assez rarement, hein. Parfois on dit ouais, mais l'IA c'est ultra consommateur de ressources. Alors c'est pas faux non plus parce que les data centers qui sont construits et en cours de construction vont consommer beaucoup de ressources, hein, d'énergie. Maintenant, quand on compare 300 prompts posés, questions posées à ChatGPT et 1 heure de Netflix, donc de télé avec des séries, c'est quand même 300 fois plus costaud en consommation, 1 heure de Netflix, que 300 questions posées à ChatGPT. Donc bon, voilà, il faut relativiser aussi un petit peu. Alors notre webinaire, voilà les 5 parties. Donc disparition de la tenue comptable, TVA, combien d'années encore? Les alternatives pour combler ces 50% de chiffre d'affaires qui sont théoriquement en voie de disparition. Bon, on va dire théoriquement parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. Je vais vous reparler d'une stratégie de création d'un chiffre d'affaires, pilotage de gestion, hein, avec les tableaux de bord, la trésorerie, etc. Je vais vous proposer un nouvel outil, une sorte de bootcamp que je crée et qui va démarrer début mars, donc dans quelques jours seulement. Ça sera le 4 mars exactement, où je vais vous emmener dans une organisation qui pourrait vous permettre de produire jusqu'à 5% de votre chiffre d'affaires avec des tableaux de bord, voire de la trésorerie, mais surtout des tableaux de bord, de pilotage de gestion.
et vous verrez que c'est tout à fait envisageable et on peut le faire en relativement peu de temps, peut-être en 2 ans, 3 ans, ce qui peut être quand même assez intéressant pour justement contrebalancer une potentielle perte de chiffre d'affaires sur la tenue avec la montée en puissance des automatisations, de l'IA, de la facture électronique à venir, puisqu'elle est quand même pas très loin. Elle est un peu en ligne de mire. Et évidemment, un autre thème sur les agents, on va le mettre en œuvre à partir de la deuxième partie de la session. Hein, je vais introduire les choses et je vais vous montrer quelques exemples d'outils, en tout cas sous forme soit de copie d'écran, soit de mini-démo dans un des outils, qui est l'un des plus simples que j'ai pu connaître. Et puis, la prochaine date, on continuera sur les agents. Et là, je vais essayer de vous apporter des exemples d'agents montés, fonctionnels, qui peuvent aider un cabinet d'expertise comptable ou même l'expert comptable lui-même. Donc, vous allez voir que c'est assez intéressant hein, d'avoir une meilleure organisation avec, je sais pas, la gestion des emails, avec une meilleure planification, avec le suivi des notes de rendez-vous, de réunions, de visioconférences. Il y a beaucoup de choses en dehors de la production elle-même. Il y a énormément de choses qui peuvent vraiment vous rendre service. Allez, c'est parti. Donc, si on regarde juste factuellement un peu ce qui se passe, hein, pour toujours prendre un peu de recul par rapport à comment les choses ont évolué depuis un certain nombre d'années. Moi, ça fait quand même depuis 95 que je suis dans la profession. Hein. J'ai pu constater qu'en 30 ans, puisque ça fait 30 ans pile maintenant, 40%, 40% du panier moyen d'honoraires a disparu. Hein. Donc, on a une baisse. On était à plus de 4 000 euros à une époque. On est à moins de 2 500 euros aujourd'hui. Ça veut dire que chaque année, ça fait du 1,5 de baisse de chiffre d'affaires. Donc, il y a une érosion permanente. Et comme vous l'aviez vu dans d'autres sessions, il y a une érosion aussi de la productivité qui est assez étonnante, mais c'est quand même le cas aujourd'hui. Donc ça, on a ça aujourd'hui. Hein. Ensuite, je pense qu'on va passer de ce rythme de 1, 1,5 d'érosion à peut-être 2 ou 3 par an. Ça me semble assez crédible, d'autant que si on met de l'automatisation pour remplacer des bras qu'on n'a plus, et si les clients commencent à se rendre compte que beaucoup de choses peuvent se faire justement avec de l'automatisation, sans parler de la facture électronique, mais avec l'intelligence artificielle, évidemment, ils vont devenir encore plus négociateurs. Et vous, il faudra que vous trouviez des parades à ce phénomène-là. Mais pourrez-vous empêcher totalement cette baisse-là? Ça reste à voir. On va d'ailleurs en parler tout de suite. Donc, sinon, on a des collabs qui restent rares et chers. Ça, c'est pas nouveau. C'est pas encore prêt de s'arrêter. Sauf que peut-être qu'ils vont être rares et qu'ils seront de plus en plus rares. Par contre, sur la cherté, dans la mesure où l'IA va monter en puissance, vous allez pouvoir compenser cette cherté par autre chose. Et donc, je pense que la bulle qu'on a eue sur les rémunérations pourrait soit se calmer, voire même repartir à la baisse. Et donc, jusqu'au jour où peut-être certains postes de collaborateurs sont plus du tout nécessaires hein, dans un cabinet. Moi, je n'exclus pas qu'il y ait des postes qui disparaissent totalement des cabinets. Hein, ça, je pense qu'il faut éventuellement s'y attendre. C'est pas une certitude que j'ai, mais je n'exclus pas que ça puisse arriver. Hein. Donc voilà, il faut simplement en tenir compte aussi. La tenue comptable, et si on inclut les déclarations fiscales, notamment la TVA, etc., c'est quand même 50%, ça représente 50% des honoraires d'un cabinet, donc c'est quand même pas neutre. Et ça veut dire que vous, ce que vous allez essayer de faire, c'est de sauvegarder ces 50% ou de les tenir en vie le plus longtemps possible. Est-ce qu'il faut vraiment le faire ou au contraire, est-ce qu'il faut avoir une stratégie pour faire mourir ces honoraires vous-même sans le subir en étant proactif pour les remplacer par du nouveau chiffre d'affaires? On va en parler. Je pense que dans un premier temps, à mon avis, 98% des cabinets auront plutôt une stratégie défensive qu'offensive. En défensif, voilà à peu près ce qui peut se passer, c'est que vous allez, et c'est déjà le cas depuis quelques années dans les cabinets, peut-être en donner un peu plus pour le même prix, donc peut-être intégrer des tableaux de bord annuels, des choses qui vont se produire par des voies plus ou moins automatiques, hein, et donc vous allez les offrir aux clients, donc en valorisant quand même que ça représente du temps, et donc vous allez soutenir les honoraires comme ça. Ça pourrait être aussi en louant demain
quand on sera à la facture électronique, mais c'est encore dans 2 ans, 2 ans et demi, en louant des outils aux clients, des outils des éditeurs là, qui ont fourbi leurs armes depuis quand même pas mal d'années sur le sujet, hein, et donc qui vont vous apporter des choses que vous allez tenter de louer à vos clients. Alors, il y aura aussi une limite à la capacité d'absorption des clients, hein, vous le savez déjà, puisque quand vous voulez imposer des plateformes, des outils collaboratifs, toutes sortes de choses, vous n'arrivez pas à le vendre à tout le monde. Alors là, avec la facture électronique, peut-être que oui, mais je pense que beaucoup de clients vont rechercher des outils gratuits ou des éditeurs gratuits chez vous qui les équiperont, hein. C'est déjà d'ailleurs en cours puisqu'il y a déjà une négo outils gratuits contre compte pro. Bon, on va voir jusqu'où ça va le truc. Voilà. Je pense que de toute façon, malgré tout, la stratégie de création d'un chiffre d'affaires, je baptiserais pilotage de gestion, hein, pour moi, elle est indispensable parce qu'elle est réclamée par les clients. Je le répète souvent, mais moi, je le vois dans mon activité sur la trésorerie. Beaucoup de clients se plaignent que leur expert comptable ne leur propose pas de solution de ce côté-là, et c'est quand même dommage. Et on va en reparler un petit peu. Alors, je ressors un graphique qui était sorti dans une publication des Moulins, hein, l'ami Philippe Barré. C'est pas tout neuf, hein, ça a bien 8-10 ans le truc, hein. Enfin, peut-être j'exagère un peu, mais peut-être pas tant que ça. C'était un des numéros qui parlait des nouvelles missions. Et en fait, j'aime bien ce schéma parce qu'il explique bien ce que font les cabinets aujourd'hui, qui est un peu le noyau central là, du schéma, qui est la partie production, et notamment sur des missions légales, hein, mais pas que, sur la paye aussi. Et puis après, il y a le premier cercle qui est l'accompagnement. Donc c'est là où on voit trésorerie, full service, business plan, budget, tableau de bord, secrétariat externalisé, création d'entreprise. Bon, il y a sûrement d'autres choses, analyse de coûts de revient. Enfin bon, il y a pas mal de missions potentielles ici. Et puis après, quand on part vers le conseil, là, on peut aller vers la gestion de patrimoine qui intéresse beaucoup les experts comptables souvent, un travail de DAF externalisé, de l'organisation, etc. Là, il y a pas mal de choses. La formation. Alors d'ailleurs, la formation, à plusieurs reprises, lors de mes récentes missions, de mes récents déplacements, avec les conversations que j'ai eues avec les dirigeants de cabinet que j'ai accompagnés là, ces derniers mois, certains m'ont dit, mais l'IA, du coup, on se forme avec vous. Demain, on pourrait former les clients. Ben, je leur ai dit oui, bien sûr. Peut-être même, alors même si c'est devenu moins avantageux, vous pourriez avoir une certification Calliope comme nous on a, par exemple, pour peut-être proposer des formations plus ou moins prises en charge. Bon, les budgets ne se sont pas malheureusement élargis ces derniers temps, au contraire, mais ça peut être quand même une possibilité. Et puis sachez que chaque fois que vous formez vos clients, vous les rendez plus efficaces, mieux organisés, meilleurs gestionnaires, et donc aussi plus en appétence d'avoir quelque chose de plus de votre part. Donc déjà, ils vont vous faire gagner beaucoup de temps parce qu'ils seront mieux organisés, donc vous serez plus productif avec eux, et en même temps, plus ils vont monter en puissance et plus ils auront envie et besoin d'avoir des choses que vous pourrez leur produire encore au-delà de leur capacité. Et puis, bon, dans ce qui était noté dans le hors-piste, bon, même si je trouve que hors-piste, c'est un peu négatif et c'est pas forcément le truc, mais tout ce qui est RH, niveau SIRH, tout ce qui est coaching, on pourrait mettre ici, bon, il y a la RSE qui est mis à gauche dans le schéma. On pourrait parler de la cybersécurité, hein. Bon, mais là, on commence à être loin, donc c'est beaucoup plus difficile d'aller vers les cercles éloignés, les plus éloignés, donc du centre, hein, qui est le noyau de la production. Mais je pense que dans la partie accompagnement, hein, donc dans le deuxième cercle de l'histoire, là, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses. Et alors, dans le même numéro, il y avait eu un tableau qui était assez intéressant qui disait, voilà, on va prendre plusieurs cas d'usage, cas de prestation par les cabinets, et on va dire, est-ce que c'est proche de notre champ d'intervention habituel? Est-ce qu'on a les profils d'intervenants? Est-ce que c'est lié ou pas à la mission légale? Est-ce que c'est récurrent, rentable, reproductible, etc. Donc, il y avait une petite dizaine de critères qui permettaient de qualifier la pertinence du choix des missions. C'était vraiment un tableau que j'ai trouvé très intéressant en son temps. Et moi, je me suis dit, tiens, c'est bête parce que dans ce tableau-là, il manque quelque chose d'important.
que j'ai rajouté du coup là manuellement pour la beauté du geste. Et pour moi, il faut rajouter tout ce qui est tableau de bord, donc pilotage de gestion, trésorerie, etc. Et là, quand on regarde au filtre des critères qui sont à gauche du tableau, ben, on se rend compte que proximité avec le champ d'intervention traditionnel, ben absolument, puisque là, on est basé, on est très en relation de la matière comptable, évidemment. Profil des intervenants, bah, on n'est pas si loin que ça parce qu'on parle toujours d'achat, de vente, de banque et de choses comme ça. Donc les collaborateurs sont capables de comprendre. On peut leur faire faire des tableaux de bord, des petits tableaux de bord annuels au début et puis périodiques un peu plus tard, à condition qu'ils soient bien organisés et qu'ils aient du temps et que la mission comptable soit, la tenue comptable soit à jour. Lien avec l'obligation légale, ben là non, en l'occurrence, c'est surtout une intention du client, une motivation du client. Est-ce que c'est récurrent? Ben oui. Est-ce que c'est rentable? Ben oui, si c'est bien vendu. Alors on reparlera des tarifs. Est-ce que c'est reproductible? Absolument. Ben là, on est dans une prestation continue. Est-ce qu'il y a une contribution des logiciels pour produire la mission? Ben, clairement, et les tableaux de bord, on le prouve depuis quelques mois avec Pilot Guard, puisqu'on a mis de l'IA et de la RPA et autre chose au cœur de l'outil. Et donc, l'outil est capable de produire des tableaux de bord avec un minimum de travail et on a tout de suite tous les schémas qui sont fabriqués, on a les commentaires qui sont fabriqués, on a même une vidéo avec l'avatar de l'expert comptable qui est fabriqué et on pourrait avoir demain de la détection, plein d'autres choses dont je vous parlerai dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Valeur ajoutée pour le client, ben, clairement, elle est maximale, parce que ça, les clients, c'est ce qui les intéresse le plus, c'est savoir s'ils sont dans les clous, connaître leurs futurs proches et évaluer des hypothèses pour justement aller vers le chiffre d'affaires dont ils ont besoin, la rémunération dont ils rêvent, etc., etc., le développement qu'ils veulent, la pérennité qu'ils souhaitent. Et donc, forcément, c'est très intéressant. Retomber post-mission, bah là, clairement aussi, parce que tout comme, par exemple, le conseil en stratégie, qui est la colonne juste à gauche, à trois petits carrés qui prouvent que c'est quand même élevé comme critère, ben là, quand vous faites du tableau de bord et de la trésorerie, vous allez constater des tas de choses qui se produisent dans l'entreprise. Et donc, c'est vraiment une mission pour vendre des missions. Voilà, c'est une sorte d'audit permanent des comptes du client et de sa qualité, d'anomalies potentielles qui vont être détectées et tout ça. Et là, je pense qu'il y a vraiment du très bon travail à faire. Donc ça, je suis convaincu que cette colonne que j'ai rajoutée, c'est vraiment un fort potentiel et je vous conseille très fortement de vous y intéresser. Alors justement, en termes de stratégie, hein, je vous ai cité le cas d'un cabinet la dernière fois de 30 personnes qui a déporté pour l'essentiel la tenue et la TVA en Afrique du Nord. Mais bon, on n'est pas obligé d'avoir ce genre d'organisation, ou ça peut être d'autres pays, etc. Mais en tout cas, le résultat, comme il était là, hein, ça voulait dire qu'il faisait un chiffre d'affaires par collaborateur très très important. Hein, à mon avis, on est plutôt en province de 80 000 euros en moyenne, peut-être un peu plus chez certains, mais rarement plus de 100 000 euros en province. Et là, ils sont à 120. Ils ont un panier moyen d'honoraires qui est à 4005, là où je vous disais qu'on est à moins de 2005 au national en moyenne hein, aujourd'hui. Ils ont beaucoup de dossiers équipés d'un tableau de bord annuel, on va dire très grosse majorité qui sont équipés de ça. Tableau de bord annuel qui est lui livré dans la mission comptable, hein, c'est gratuit. Par contre, ils ont aussi beaucoup de tableaux de bord périodiques, hein, et donc là, ça nécessite une mise à jour mensuelle ou trimestrielle. Si on compte que sur 900 dossiers, il y en a 150-200 qui sont des SCI, LMNP, etc., des tout petits BNC, des choses bon, qui sont des dossiers un peu mineurs, entre guillemets, ou des déclarations d'IR simples. Tous les autres, les 700 autres, sur les 700 autres, il y en a 150 qui sont équipés d'un tableau de bord périodique. Donc ça veut dire que c'est 1 sur 5, quoi, à peu près. 20%, 20% des clients, des vrais dossiers, on va dire, un peu sérieux, sont équipés de tableaux de bord. Donc, vous voyez le potentiel quand même que vous avez devant vous. Hein. Alors évidemment, ça nécessite de la standardisation, mais ça on en reparlera et l'IA permet de le faire beaucoup plus facilement aujourd'hui. La prestation, elle est assez largement au-dessus
du prix qui est pratiqué, je le vois la plupart du temps dans les cabinets, qui est plutôt timidement à 50, allez, des fois 100 euros par mois, mais c'est le grand maximum qu'on voit souvent sur le terrain. Et là, on est plutôt à 150, 250, là, en l'occurrence, dans le cabinet. Et moi, je vois des DAF externalisés, ils sont plutôt entre 200 et 500 quand même. Alors évidemment, il y a des rendez-vous, voilà, il y a de la prestation autour. C'est sont des choses que vous n'avez pas toujours le temps de faire, mais le fait d'y aller oblige tout le personnel comptable à être à jour sur tous ces dossiers. Alors ça, c'est un grand point fort pour la période fiscale après derrière. Et surtout, les clients sont ravis du truc. Et je vous dis, panier moyen 4005. Moi, je connais des cabinets entre 4000 et 5000 qui sont des cabinets de tenue importants. Ben, à chaque fois, ça passe par des choses comme ça, quoi. Ça passe par de la qualité du dossier et ça passe par ce genre de prestations additionnelles qui est très apprécié par le client. Et il faut surtout pas envoyer le truc en PDF au client par email sans un mot de commentaire. Ça, c'est une catastrophe. Hein, ça mérite un rendez-vous, aller au moins une fois par trimestre. D'accord? Voilà. Donc, 5% de chiffre d'affaires global dans ce cabinet-là, mais c'était 20 ans de travail. D'accord? Avec l'IA, je pense qu'on peut aller beaucoup plus vite parce qu'on peut fabriquer des choses avec beaucoup moins de temps de travail. Et puis, il y a aussi, pour moi, l'urgence quand même, hein, quelque part, par rapport à ce que je vous ai indiqué juste avant, c'est que je pense il faut se dire que ces 50% pourraient tomber assez vite. Hein. Quand je dis 5-10 ans, je crois que je suis pas, peut-être pas très loin de la réalité. Voilà. Donc, voilà, si la tenue qui représente 50% tombait en 10 ans, ça veut dire qu'il faudrait retrouver 3 à 5% de chiffre d'affaires additif par an. Hein, là où j'ai dit que les 5% dans le cabinet en question, ça a été un travail de 20 ans. Autant dire qu'il est grand temps de vous y mettre et de façon très, très proactive. Voilà. Alors justement, je voulais vous parler de ce bootcamp que j'ai baptisé IA 2025, puisque mon idée, c'est que ce type de bootcamp, je voudrais en faire un, voire deux par an, avec des groupes de cabinets, hein, des petits groupes d'une vingtaine de cabinets, et je voudrais chaque année avancer sur un autre thème. Hein, il y aura peut-être un thème RSE le coup d'après en 2026, ou un thème cybersécurité, ou encore autre chose. Bon, là, on va être amené à se concentrer un peu hein, pour bien s'occuper d'un certain nombre de cabinets, mais l'objectif, c'est vraiment de les amener de façon très concrète et très constructive, et pas tout seul livrés à eux-mêmes, parce que souvent c'est compliqué de raisonner tout seul et voilà, de faire les bons choix un peu partout. Le principe du bootcamp, c'est que on a un groupe relativement homogène qui a des intentions particulières pour faire avancer ses affaires, sa stratégie, etc. Et donc, mon idée, c'est ça. Alors, je vous l'explique. Donc, développer 5 points de chiffre d'affaires conseil, allez, disons en 2 ans. Hein, je pense que c'est tranquillement réalisable, hein, à condition d'avoir quand même une certaine motivation. Parce qu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires conseil dans les cabinets, en moyenne, on est entre 5 et 10% depuis des années et des années. Ça n'a quasiment pas bougé. Là, il est question de créer 5% en 2 ans. D'accord? Donc, c'est un peu plus que, c'est une vitesse moyenne quand même beaucoup plus importante. Donc, l'idée, c'est de faire ça sur un bootcamp de 3 mois qui va démarrer début mars, donc le 4 mars, qui se terminera les premiers jours de juin. C'est volontairement pendant la période fiscale. Pourquoi? Parce que mon idée est que c'est le moment où vous recevez les clients, c'est le moment où vous pouvez leur parler, c'est le moment où vous commentez leurs comptes. Et si vous les commentez avec un tableau de bord type Pilot Board à l'appui, qui vraiment peut se produire de façon totalement industrielle, ben là, ça y est, vous pouvez passer après à l'étape suivante qui est le tableau de bord périodique et peut-être à une étape encore ultérieure qui sera un tableau de bord prédictif avec des hypothèses, avec des simulations, avec plein de choses. Donc, profitez de cette période-là, même si vous dites, ouais, mais j'ai pas le temps et tout ça. Ben, si, je suis sûr que si vous le prenez un peu, le temps, il y a des tas d'endroits où vous le perdez, je pense, sur de la gestion de mails, sur de la planification, sur de l'organisation, sur du suivi de rendez-vous, sur plein de choses. On va aussi essayer de vous amener des outils là-dessus, mais avec des agents IA notamment. Mais je pense que là, c'est vraiment le bon moment, parce que c'est le moment chaud où vous voyez beaucoup de clients et vous pouvez avoir beaucoup de conversations. Donc, c'est vraiment le moment clé. Et là, on a juste le temps sur ce mois de mars
de lancer les choses de façon à ce que vous ayez encore 2 mois devant vous, hein, pour discuter avec l'essentiel de vos clients, parce que je pense qu'à ce jour-là, vous n'avez pas fait de l'essentiel de vos rendez-vous. Vous avez fait peut-être 10%, 15% de vos rendez-vous, 20% pour les plus avancés, mais rarement beaucoup plus, hein. L'idée aussi, c'est qu'il y ait un rendez-vous individuel avec chacun d'entre vous, si vous faites partie de ce bootcamp. Ça veut dire que je vais essayer d'aligner l'intention de produire cette stratégie avec quand même le style de cabinet, avec la stratégie actuelle, avec son évolution prochaine, avec tout un tas de choses. Mais il est question quand même d'être quand même un peu personnalisé par rapport à vos propres intentions. Ensuite, l'idée est de vous mettre à disposition Pilote Guard. Si vous ne l'avez pas déjà, hein, si vous l'avez déjà, bah, très bien, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, il vous faudra un outil d'industrialisation. Je le redis encore une fois, il y a des outils bien plus perfectionnés que Pilote Guard pour faire des très beaux prévisionnels, des très beaux tableaux de bord, toutes sortes de choses, sauf qu'il faut mettre les doigts dedans, il faut y passer 1 heure, 2 heures, 4 heures, etc. C'est pas de l'industriel. Or, l'intention, c'est de mettre un maximum de tableaux de bord annuels pour pouvoir passer après au niveau tableau de bord périodique. Et tant que vous n'aurez pas fait la première étape, votre vente de tableau de bord périodique sera symbolique. Vous en vendrez 5, 10 peut-être dans l'année, et encore, mais ça ira pas plus loin, hein. Donc, je pense il faut en passer par des étapes pour progressivement faire monter en puissance vos clients. Dans le bootcamp, il y aura aussi une formation qui sera à la fois technique sur les tableaux de bord, mais aussi liée à l'IA, liée aux réseaux sociaux, liée au marketing sur Internet et même à des aspects commerciaux forcément. D'accord? Justement, on créera ensemble des outils marketing et de vente en analysant le persona, hein, l'avatar client idéal. On fera une segmentation client, on mettra en place des outils plaquettes, lettres de mission, tarifs, etc. Il est possible que certains d'entre vous aient fait ce travail-là historiquement. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça a eu une pérennité? C'est pas sûr. Et puis, quelquefois, on se décourage un peu, on manque de temps, on manque de bras, et puis on laisse courir les choses, et voilà, quoi, le truc tombe. J'ai vu beaucoup de choses se faire depuis 30 ans dans les cabinets, des très belles choses d'ailleurs, mais pas toujours une très très forte pérennité et encore moins de gros résultats, hein. Il y a les gros résultats qui se comptent en dizaines de pourcents de chiffre d'affaires dans un cabinet, ils sont rarissimes aujourd'hui. Je parle surtout sur des cabinets de tenue, hein. Cabinet de révision, c'est un peu différent. Il y aura des échanges hebdomadaires, puisqu'il y aura aussi une session hebdomadaire qui sera organisée, avec aussi un forum WhatsApp pour qu'on puisse échanger, s'envoyer des demandes. Vous pourrez m'interroger quand vous voulez sur différents sujets, hein, et je vous répondrai de façon très réactive via l'appli WhatsApp et via le groupe qu'on créera sur le truc. Et il y aura une plateforme qui va stocker spécifiquement pour ce bootcamp des documents de travail, euh, différentes choses que je vais mettre à disposition, des replays vidéo de tout ce qu'on aura organisé comme réunion entre nous, hein. Donc là, il y aura un matériel qui vous sera disponible, même si vous êtes pas libre à certains jours. Il n'y a pas de problème, vous manquerez rien. Bon, c'est mieux de se libérer quand même, d'être présent aux différentes sessions, mais si vous ne pouvez pas, il y a un moment donné où vous ne pourrez pas tous les jours vous rendre disponible. Les modalités, c'est quoi? Donc 20 cabinets maximum, hein, avec un programme que j'ai évalué à une vingtaine d'heures, mais 20 heures réparties sur 3 mois, donc c'est jouable, hein. Ça veut dire à peu près 7 heures 7 heures par mois, donc moins de 2 heures par semaine. Ça me semble absorbable par quiconque. D'accord? Alors sachez que sur les 20 cabinets, j'ai déjà à peu près une dizaine de membres du club qui sont pressentis. Ça veut dire qu'il reste en réalité 10 places, hein, 10 places pour d'autres cabinets. Évidemment, les cabinets qui sont déjà abonnés à Pilote Guard auront peut-être une petite priorité. Et après, bah, si vous n'êtes pas du tout abonné ni membre du club RCA, bah, faut vous dépêcher de me donner une réponse, hein, parce que là, on va démarrer donc dans quelques jours seulement. Donc le 4 mars 2025, on finira à peu près 3 mois plus tard, le 6 juin 2025, et je pense qu'on aura abattu du travail sur cette période de temps. Le tarif, c'est un tarif pour les gens qui sont déjà abonnés à Pilot Guard à 1500 euros.
ou à 2005, donc intégrant l'abonnement évalué à 1000 euros, et encore là, c'est avec une assez forte remise, hein, pour des gens qui sont non abonnés à l'outil Pilot Guard. On pourra vous réaliser une convention de formation, hein, on est Calliope, à hauteur de 1000 euros, on prendra, on dira que dans le programme, il y a 1000 euros de formation à peu près. Bon, s'il vous reste un peu de budget, on pourra faire passer une convention avec un programme et tous les éléments nécessaires. Bon, paiement comptant si vous voulez, ou en 3 mensualités si c'est plus facile pour vous. Et l'idée, c'est que dès que vous aurez fait deux, trois ventes de tableaux de bord périodiques, vous aurez rentabilisé votre investissement. Et après, l'objectif est de monter très vite vers les 5%, hein, sur éventuellement, alors ça dépend de la taille de votre portefeuille, mais je dirais pour un expert comptable qui a 8-10 collaborateurs, soit 200, peut-être 200-250 dossiers, ça veut dire qu'il y a un potentiel de peut-être 30-40 tableaux de bord. 30-40 tableaux de bord, supposons allez, on va faire assez bas à 150 euros par mois. Ça fait à peu près 2000 euros, un peu moins de 2000 euros. Ça veut dire qu'on peut générer au bas mot 50 000 euros de chiffre d'affaires pour un cabinet conventionnel, que pour une équipe de 200-250 dossiers et de, je sais pas, 8-10 collaborateurs. Voilà. Ainsi, pour vous donner un ordre d'idée sur le truc, ça, c'est pour le tableau de bord, mais l'idée aussi, c'est les années suivantes, d'enclencher une deuxième mécanique avec un deuxième thème. Je vous dis, ça pourrait être une mission RSE, ça peut être une mission cybersécurité, ça peut être une mission qui peut-être à votre goût a plus de potentiel et qui peut-être fonction de vos clients a plus de potentiel. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui seront de votre choix, et on en discutera assez longuement tous ensemble. Voilà, donc ceux qui seront intéressés, contactez-moi. À la fin du diaporama, il y a une diapo avec mes coordonnées. N'hésitez pas à me passer un coup de fil ou un petit mail, et puis on en discute rapidement. Alors les agents IA, c'est quand même notre programme aussi. On en parle. Alors je dis qu'il déboule en force en 2025, parce que c'est le cas. Il y a une floraison d'outils incroyables qui est en train d'arriver actuellement. Je vais revenir sur la définition de ce qu'est un agent IA. Hein, pour ceux qui étaient déjà là avec nous la semaine dernière, j'en ai déjà un petit peu parlé. Je l'avais évoqué il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois déjà en arrière, mais là, on est à un point d'inflexion où ces agents vont devenir disponibles et, je dirais, à la portée de quiconque. Vous allez voir que quiconque va pouvoir se servir de ces outils-là. Et ça, c'est génial parce que ça peut faire des choses complètement remarquables. Alors déjà, je voulais revenir sur un schéma que j'ai trouvé sur LinkedIn, là, d'une société qui s'appelle Experia, justement, mais EXP, etc. Je ne sais pas si c'est pas un cabinet comptable ou un autre type de société. En tout cas, je la remercie et je lui ai emprunté gentiment ce tableau parce que je l'ai trouvé sympa, assez complet. Voilà, il évoque sous forme une jolie fleur, une dizaine de familles, on va dire, de tâches comptables, hein, que l'IA peut vous aider à optimiser. Hein. Donc, on voit la variété quand même des cas d'usage qui sont possibles dans un cabinet. Hein. Il ne s'agit pas juste de passer un petit prompt et c'est tout, hein, de temps en temps. C'est que sur tous ces sujets-là, on peut mettre des automatisations. Donc, sur bien des sujets qui sont déjà là, vous avez des choses qui sont intégrées dans vos outils informatiques, que ce soit la production principale ou des outils périphériques de la production. Hein. Mais il y a des choses aussi sur lesquelles je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'IA. Et donc, ça veut dire que sur tous ces sujets-là, il y a moyen de créer, de se créer même. Et moi, je vous conseille de ne pas attendre toujours que les grands éditeurs vous fassent le truc, parce que ça sera toujours beaucoup plus cher et ça vous rendra toujours beaucoup plus dépendant que si vous arrivez à vous fabriquer vos outils. Alors nous, c'est notre vocation aussi chez Experia de vous mettre à disposition plein d'outils. Là, on va sortir début mars, voire même peut-être la semaine prochaine en bêta test, une nouvelle version de Pilot Guard avec des choses nouvelles. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas là aussi à me contacter. On va aller de plus en plus vers du prédictif, on va aller de plus en plus vers de la détection d'informations, de dysfonctionnements, de non-conformité, de problématiques d'entreprise et tout ça.
L'idée, c'est de vous fournir progressivement de plus en plus d'outils, peut-être indépendants justement de vos grands éditeurs principaux, qui, comme ils sont en train de se faire manger régulièrement par les anglo-saxons, risquent à un moment donné de vous prendre un peu plus en otage sur les tarifs, hein, et vous avez déjà vécu ça, on va essayer de vous l'éviter un petit peu si vous voulez. Donc voilà. Alors, je rappelle un schéma que j'ai montré la dernière fois, hein, simplement pour que vous ayez tous en tête le truc. Bon, si on part du début de l'histoire, on a les prompts. Bon, aujourd'hui, je pense que pratiquement tout le monde sait taper un prompt, même si c'est taper à la Google, au moins taper quelques mots-clés ou une phrase, tout le monde sait faire. Après, taper un bon prompt, un prompt élaboré, etc., c'est un peu compliqué, un peu plus compliqué. Je vous conseille de lire le cahier numéro 41 de l'Académie des sciences et techniques comptables et financières, si je ne me trompe pas dans la terminologie précise. Je vous mettrai à nouveau le lien, je l'avais mis, je crois, dans le compte-rendu précédent. Hein, sachez qu'il y a beaucoup de prompts qui sont livrés dedans. Il y a aussi des idées pour anonymiser des fichiers dedans. Peut-être qu'on créera un petit outil pour faire ça, parce on est un peu orphelin parfois pour se dire, tiens, j'ai un fichier Excel ou j'ai un fichier, un fake ou autre chose, et j'aimerais bien l'analyser un peu, mais j'ai peur quand même de le mettre sur une IA générative publique et de retrouver mes chiffres dans le domaine justement public. Donc, c'est un peu ennuyeux. Ce problème d'anonymisation, on va le travailler nous-mêmes. Donc, à la fois la conformité des fichiers fake qu'on charge, par exemple, et le côté anonyme sont des sujets voilà, qui vous sont importants. Et donc, on va y travailler un petit peu. Donc, les prompts, c'est la base de l'histoire. Les assistants IA thématiques, style les GPTs qu'on peut créer dans ChatGPT, mais aussi dans d'autres LLM connus, la RAG, hein, donc la RAG, c'est quand on consulte non seulement des fichiers, mais également des bases de données qui sont plus dynamiques, plus à jour qu'un fichier PDF qui peut être un peu statique et qui peut ne pas être évolutif, évidemment. Donc ces assistants-là permettent de faire ce qu'on appelle des chatbots, hein. Et puis on monte en puissance, on peut, si on code un peu en Python, et là, moi hier j'ai fait un travail dans ChatGPT, ça a duré au moins 2 heures et demie, et chaque fois l'IA me disait, est-ce que vous voulez que je vous fasse ça? Bah, je disais oui, pouf, ça recommençait à coder, et à la fin ça m'a fait un programme de dingue sur un sujet qui m'intéressait. J'ai eu plus qu'à ramasser tous les morceaux de code Python et à en faire quelque chose à mon service. Donc, quelqu'un qui n'est pas développeur aujourd'hui, il est en mesure de se fabriquer des programmes, alors des modules, hein, des petits bouts de programmes, mais qui peuvent rendre énormément service. Donc, c'est vraiment passionnant d'arriver à cette étape-là de l'histoire parce que on peut vraiment se faire des choses assez extraordinaires en Python. Et donc là, en l'occurrence, j'ai noté notamment en Python des outils de scrapping, donc qui vont capter sur des sites web des fichiers ou des datas. Le Python sait très très bien faire ça, hein. Voilà, donc ça peut être ça. Ça peut être, si on monte encore d'un cran, de la RPA, donc de la Robotic Process Automation, du no-code. Et là, on a des workflows complets, hein, qui permettent de faire des choses et d'enchaîner les tâches dans différents modules logiciels, la RPA étant plus robuste que le no-code, hein, si on veut industrialiser. Et puis quand on monte tout en haut, on a les agents. Et donc les agents, je vais bouger une petite photo, voilà. Les agents, ils ont quand même quelques caractéristiques sur lesquelles on va revenir. Et donc il faut savoir qu'entre les prompts et les agents, tout ce qui est au milieu, c'est-à-dire ça, c'est ce que je vais baptiser des automatisations, des assistants IA, plus ou moins complexes, d'accord? Voilà, tout ce qu'il y a dessous. Mais vous allez voir que les agents, ça va encore bien au-delà. Et ça, c'est très intéressant. Et surtout, ce qui est très intéressant, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que ces agents IA vont devenir à votre portée, à la portée de gens qui sont non codeurs, non développeurs, qui ne sont pas des grands techniciens non plus, et qui vont se laisser un petit peu porter par l'outil, guidé dans des étapes successives. Vous allez voir. Hop. Alors justement, ces agents IA, c'est un peu la vague de 2025, hein.
Leur force, c'est qu'ils peuvent automatiser donc des tâches, enchaîner des tâches, interagir avec des outils et surtout être autonomes. Alors évidemment, il y a toujours un déclencheur à un moment donné. Hein, c'est une data qui passe de oui à non, de 0 à 1, ce que vous voulez. Il faut qu'il y ait un déclencheur. Et une fois que le déclencheur s'est mis en route, l'agent peut bosser de façon totalement autonome, prendre des initiatives et même apprendre en travaillant. C'est-à-dire que plus l'agent va travailler, plus il va accumuler du savoir-faire, meilleur il sera le moment venu. Ce qui n'est pas le cas des outils de workflow type no-code ou de RPA qui sont très balisés. Hein. Avec la RPA, on fait certains process de production, par exemple, très précis, mais ça ne se met pas à partir dans les coins, ça ne fait pas un truc qui n'était pas prévu, ça ne fait que des choses qui étaient prévues selon un schéma, un processus extrêmement balisé. Ça ne sort pas de ça. Hein. Et c'est pareil pour du no-code. C'est la même logique. On enchaîne des travaux entre différents modules logiciels. Ça peut déclencher plusieurs actions sur plusieurs outils, mais on reste dans un balisage fonctionnel, on va dire. Alors que les agents, ils sont capables de prendre des initiatives et surtout d'apprendre. Donc là, quand on regarde ça, ce qui est vraiment important, c'est ce côté non seulement automatisation, mais surtout autonomie et capacité d'apprentissage. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez, quand vous approchez un outil de ce type-là, lui donner un rôle, lui fixer un objectif, lui donner des procédures de travail, lui attribuer des outils dont il va pouvoir se servir quand il en a besoin ou pas, voilà, lui donner des points de vigilance, bon, beaucoup de choses. Et à un moment donné, il se peut que l'agent, en fonction, encore une fois, de certains cas de figure, puisse prendre la décision autonome de réaliser certaines actions, comme se connecter à votre CRM ou à un outil de production ou ce que vous voulez, qui pourrait envoyer un email, pourrait envoyer un SMS, etc. Et évidemment, tout ça, c'est stocké dans une base de connaissances qui va progressivement évoluer, s'enrichir et rendre l'agent de plus en plus performant. Voilà. Et ça, c'est très, très intéressant. Voilà. Évidemment, quand on met en place ce genre de choses, on teste, on fait des tests itératifs, on fait tourner, et à un moment donné, le système s'améliore et devient performant. Alors, je vais vous montrer deux choses pour illustrer ce que je viens de vous dire. Il y a l'un des outils les plus ludiques que je connaisse. Alors, il y a beaucoup d'outils. Il y en a un que j'aime beaucoup, qui est très complexe, qui s'appelle Relevance AI, qui est un outil qui permet de créer des agents et même des équipes d'agents. C'est vraiment un outil très puissant. Bon, par contre, il faut quand même un peu de prise en main et c'est quand même un gros outil. Il y en a, on va dire, une dizaine de ce type qui commencent à être un petit peu connus. En tout cas, ça émerge de partout. Cet outil que je voulais vous montrer, Tascade, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il a déjà une vieille expérience sans l'IA, où il permettait de centraliser au même endroit beaucoup d'informations, beaucoup de choses pour votre organisation, beaucoup de data, des fichiers, etc. Et donc, ils avaient déjà un savoir-faire dans l'organisation. Et ce savoir-faire dans l'organisation, ils ont rajouté très fortement la couche IA par-dessus. Et surtout, ils ont gardé un côté un peu ludique. Vous allez voir, il y a quelques copies d'écran, je vais vous montrer. Un côté un peu ludique et qui fait que c'est un peu un petit jouet, quoi. On a envie de jouer un petit peu avec parce que c'est assez marrant. Et par contre, c'est quand même très puissant. Je vais vous montrer quelques copies d'écran pour que vous compreniez ce que ça fait. Déjà, quand on veut rentrer là-dedans et créer un agent, on a trois choix alternatifs. On peut se laisser guider avec l'IA, c'est-à-dire que on va poser des questions en langage naturel pour rentrer dans les étapes, dans le cheminement de la construction d'un agent. Ça, c'est la première modalité. Deuxième modalité, on peut aller chercher dans une bibliothèque de modèles, on peut aller chercher des agents ou des briques d'agents dont on peut se servir pour construire un agent peut-être un peu plus sophistiqué, un peu différent, qu'on va adapter à ses besoins. Et puis, on peut aussi commencer à partir de zéro
avec un certain processus très balisé au niveau des étapes, où là, c'est pas aussi libre que la première option, où c'est pas aussi déjà défini que la deuxième option, mais là où vous concevez totalement de A à Z l'agent avec en suivant des étapes extrêmement précises. Donc, par exemple, si vous démarrez avec l'IA, vous allez dire, voilà, ben, vous mettez un prompt, hein, tout simplement, décrivez la spécialité et la tâche de votre agent IA. Bon, plus il y a de détails et meilleure sera la personnalisation. Alors, c'est vrai qu'il vous montre en dessous des exemples et il tendent à essayer de vous amener vers l'utilisation de briques d'agents qui existent déjà. Hein, mais souvent, les briques qu'on voudrait avoir, nous, dans notre monde de gens de la production, souvent, c'est pas toujours dans ces outils-là, puisque ces outils-là, et notamment les agents, au départ, ils ont été créés surtout pour des tâches marketing et commerciales. Or, le marketing et le commercial, c'est pas le besoin numéro un, hein, qu'on a dans les cabinets aujourd'hui, même si dans l'optique bootcamp, Boostia, où on veut créer des tableaux de bord et on veut évidemment quand même les vendre, ça pourra nous rendre service. Mais jusqu'à présent, on était plutôt sur des besoins d'outils de production ou alors des besoins d'outils d'organisation personnelle. Et là, il y a peut-être un peu plus de choses au début. Donc là, quand vous dites je veux créer avec l'IA, vous tapez des choses en langage naturel, il vous remonte éventuellement des outils un peu adaptés dont vous pourriez vous servir, qui vont vous servir un peu de briques sur lesquelles vous allez construire par-dessus. Ça, c'est donc la première option. Donc là, par exemple, voilà. Alors la deuxième option, c'est au contraire de parcourir les modèles. Tout de suite, vous dites non, moi je sais pas. Montrez-moi tout ce que vous avez en stock, en magasin, et je vais aller voir ce qu'il y a. Et donc ça peut être dans du commercial, dans de la rédaction, dans de la recherche de data. Bon là, j'ai pas fait les copies d'écran de tout parce qu'il y avait des dizaines de cas d'usage et de petites briques, etc. Mais ça veut dire que je peux, en me servant d'une brique déjà existante, créer un agent qui va déjà structurellement avoir tous les outils, vous allez voir après, nécessaires pour faire le travail, et vous allez l'adapter à ce que vous voulez faire, à vos autres outils, etc. Parce que ce qu'on a aussi, et qui est problématique très souvent quand on veut mettre en place des automatisations dans un cabinet, c'est que dans chaque cabinet, on a des combinaisons d'outils différentes. Hein, il peut y avoir un cabinet qui est dans Google ou dans Microsoft. Il y a des cabinets qui sont dans tel ou tel logiciel de compta. Il y a des cabinets qui ont ou pas des gestions internes ou des CRM ou des outils de création de devis. Voilà. Et chaque cabinet, il y a des cabinets qui ont des petites GED, des gestions de notes de frais, etc. Donc, quand vous prenez 100 cabinets, vous avez jamais la même combinaison d'outils. Autant vous faites à 90-95% le même métier toutes et tous, autant au niveau des outils, c'est toujours une combinaison qui est pratiquement, je dirais, originale, hein, à chaque fois. Donc le fait de pouvoir, avec des outils, créer des enchaînements avec justement ces outils, ça c'est assez intéressant et ça permettra d'aller plus loin dans le développement de ces agents. Donc ça, c'est le fait de dire je vais parcourir des modèles et je vais avancer avec ça. La troisième possibilité, c'est de dire je commence à zéro et je suis un processus qui est défini par les commandes qui sont à gauche de l'écran, général, connaissance, outils, commandes, partager, etc. Et donc là, à chaque fois, là, on va les parcourir rapidement. Par exemple, dans le menu général, le logiciel vous dit, voilà, construisez, formez votre équipe virtuelle avec Tascade, donc créez des agents personnalisés, enrichissez-les, etc. Voilà, donc là, ça vous dit déjà, OK, donc déjà, commencez par me donner un nom, voilà, et ensuite, donnez-moi des instructions. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire cet agent-là? OK. Alors, il faut savoir que, parce que dans l'outil, vous le voyez tout en haut, on peut gérer des projets. À l'intérieur d'un projet, on peut créer des agents, mais on peut même créer des équipes d'agents, et on peut créer des automatisations, et on peut accéder à des médias. Enfin, on peut faire beaucoup de choses, et tout ça plus ou moins en combinaison. D'accord? Donc là, c'est la première étape, on va dire, de la création à zéro d'un agent IA dans l'outil Tascade. La deuxième chose, c'est par exemple quand je vais dans connaissances,
Là, il me dit, voilà, il faut que vous formiez votre agent en lui donnant de l'information. Alors ça va vous rappeler les GPTs. Hein, quand vous créez une sorte de chatbot personnalisé, vous partez dans ChatGPT, vous allez sur le menu de gauche en disant, je veux explorer les GPTs. Hop, il vous ouvre une fenêtre avec toutes sortes de GPTs publics qui existent déjà, et vous avez un bouton en haut à droite de l'écran qui vous permet de créer votre propre GPT. Et donc, quand vous faites ça, vous lui donnez un nom, vous lui donnez une fonction, vous lui donnez un contexte et vous lui donnez des documents qui sont les documents de référence sur lesquels vous allez vouloir l'interroger avec des questions. Et donc, ce chatbot va vous servir en interne pour vos cadres, vos collaborateurs, etc., mais aussi peut-être pour vos outils, voire même pour des prospects. Donc là, c'est un peu la même logique, c'est qu'à un moment donné, à cet agent que vous allez créer, on veut lui donner une base de connaissances. Et là, voilà, ils vous disent de faire une sorte de drag and drop de fichiers qui peuvent être des PDF, des docx, des TXT, etc., des PowerPoint, comment dire, des fichiers Excel, d'autres types de fichiers, CSV, donc c'est du texte, EPUB, c'est un format de document, de livre acheté sur Internet. Voilà. Et donc, vous avez quand même un maximum de 5 mégas par fichier. Il ne peut pas prendre des fichiers trop gros. En tout cas, c'est la limite de cet outil-là. Voilà. Donc là, vous pouvez injecter une base de connaissances ici. Hein, et après, vous voyez, il y a encore des boutons, mais pour l'instant, on va suivre le menu à gauche. Donc ça, une fois qu'on a mis la base de connaissances, après, on peut dire, j'ai besoin d'outils. Et donc l'agent, vous allez lui permettre de, bah, je sais pas, d'envoyer un email, ou de recevoir des emails et de les analyser, ou d'envoyer un SMS, ou de faire une recherche sur un site web. Bon, bref, ou d'interroger un autre agent, parce qu'on va pouvoir aussi faire des équipes d'agents. D'accord? Donc, vous lui donnez des outils. C'est une troisième étape. Quatrième étape, vous pouvez créer des commandes. Donc là, les commandes, c'est un peu du code, bon, en mode un petit peu simplifié, je pense, dans Tascade, mais ça va vous permettre d'exécuter des petits bouts de code qui vont déclencher des actions très précises. Et ces commandes, bah, c'est un peu comme un codeur, un développeur de programme informatique qui créerait du code Python ou autre chose. Donc ça, c'est des commandes. Et puis, enfin, la dernière étape, c'est de partager éventuellement l'agent, de partager peut-être un espace de travail, hein, et de mettre à disposition, privé ou public ou autre, ce que vous avez construit, parce que ben voilà, vous ne le faites pas peut-être que pour vous, vous le faites aussi peut-être pour vos collaborateurs ou pour des gens de l'extérieur. Hein. Donc, il faut que d'une façon ou d'une autre, il y ait une plateforme, un espace de travail sur lequel l'agent est disponible et qu'on peut déclencher en faisant quelque chose, justement en appuyant sur un déclencheur qui va être, je sais pas, j'amène un fichier fake et je veux l'anonymiser. Ça pourrait être un agent, d'accord? Donc si vous avez donné à votre agent la capacité d'analyser un fichier fake pour voir si il va être conforme avant de le mettre dans Pilot Guard, on pourrait imaginer qu'on crée un agent spécifique pour faire ce genre de travail dans l'outil. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, c'est quand même l'objectif final, c'est de dire qui va se servir de ça, où est-ce qu'il va s'en servir, quel est le point d'accès pour s'en servir. Hein, et donc, il faut bien à un moment donné arriver à ce niveau-là d'information. Voilà, donc ça c'est l'exemple type. Je vous en montrerai peut-être d'autres la prochaine fois et surtout, je vais essayer de vous montrer des outils, des petits agents clés en main que j'ai pu réaliser. Hein, j'ai commencé un petit peu à en développer, mais on va pas tout faire aujourd'hui parce que ça va faire un peu lourd et on n'aura pas forcément le temps. Et je vais vous montrer des choses que j'aurais développées, sachant que typiquement, pour les gens du bootcamp, si vous voulez qu'on mette en place des choses qui vont vous aider, vous, à vous organiser mieux, à gagner du temps, etc., pour justement pouvoir intégrer le bootcamp et avoir un peu moins de temps passé sur de la prise de rendez-vous, sur différentes choses qui vous prennent du temps, sur la gestion de vos emails, sur etc., 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 on pourrait créer des petits outils comme ça dans ce genre de plateforme et ça pourrait vous rendre énormément service. Il faut savoir que cet outil-là, si je dis pas de bêtises, vous avez un premier abonnement qui doit coûter 10 € par mois.
donc on ne se noie pas, hein. Et puis la version au-dessus qui commence à être assez puissante, on passe à 50, mais déjà avec la version à 10 euros par mois, donc 120 euros par an, on peut gagner des dizaines, voire des centaines d'heures si on se met en place un certain nombre d'outils grâce à ça. D'accord? Donc, je vais vous faire prendre conscience que ce genre d'outil-là est vraiment à la portée de tout le monde. Alors évidemment, il y a un tout petit peu de temps pour construire le truc, il faut un petit peu apprendre l'outil, mais ça, dans le bootcamp, je vous aiderai, si vous souhaitez venir avec nous, je vous aiderai à créer des agents et à les mettre à disposition, soit de votre poste, soit des collaborateurs, soit même des clients, etc. Et vous verrez que c'est quand même très sympa de monter en puissance là-dessus, parce que là, c'est de l'outil d'IA très évolué, hein. Et là, à l'étape où vos confrères et consoeurs sont à peine en train de commencer à saisir des prompts, vous aurez fait un pas de géant vers des automatisations qui en plus sont des automatisations avec une autonomie, avec une capacité d'apprentissage et donc d'amélioration continue, vraiment, vraiment très, très, très puissante. Alors, je voulais vous montrer un outil qui est beaucoup plus simple. Alors, il y a des trucs assez extraordinaires. J'ai découvert il y a quelques jours cet outil-là. Je vais vous le montrer pour de vrai. Donc, je vais arrêter mon partage et je vais changer. Bon, on va voir si je l'ai mieux tapé que tout à l'heure. Ah oui, ça y est. Voilà, donc là, il a ouvert tout de suite donc, il me met dans la fenêtre centrale, la proxy is acting, donc il est en train de travailler. Il m'a ouvert une fenêtre sur la droite et normalement, petit à petit, on va voir s'afficher des choses. Donc, au milieu, il m'explique les actions qu'il réalise. Alors, il me dit, est-ce que vous avez une préférence pour un restaurant? Je vais dire non. Bon, il parlait français, anglais pour l'instant. Alors c'est vrai que souvent, avant de démarrer sa recherche, voilà, il vous pose des questions complémentaires pour être sûr d'avoir l'information la plus pointue. Et là, ça y est, il a commencé à afficher à droite de l'écran c'est un extrait d'une page Google, hein, je pense. Voilà, et petit à petit, il rentre un peu plus dans le détail jusqu'au moment. Donc là, il nous figure le port d'Andernos. D'ailleurs, il nous a mis des petites bulles rouges là, à des endroits où je sais qu'il y a des restaurants. Voilà, et progressivement, il s'avance. Et là, il regarde un petit peu les sites sur lesquels il y a des possibilités de réservation en ligne. Donc là, il a zoné le créneau horaire, il a zoné la date qui est ce vendredi soir, et progressivement, il va avancer. Voilà, bon, là, il a dû enchaîner sur deux restaurants différents, mais a priori, il n'y a pas le créneau de 20h30. Donc, et là, il continue, vous voyez, au milieu, il continue à travailler. Là, ici, la réservation. Donc là, il va peut-être me poser des questions. Voilà, c'est ça. Donc, il me demande de lui fournir mon prénom, mon nom, mon téléphone, etc. Donc là, je vais lui mettre, je sais pas, un nom vraiment totalement au hasard. Voilà. Est-ce qu'il lui faut autre chose que ça? Non, téléphone, number. Mais il lui faut un téléphone aussi, donc on va lui dire 06 11 22 33 44. Je pense que là, il y a tout. Bon, je décommanderai après. Donc, on va voir s'il me remplit les champs avec les données que je lui ai indiquées. Normalement, il devrait zoner mes informations, les reconnaître le prénom, le nom, le téléphone et l'email. Et il va me remplir, voilà, il est en train de le faire, il va me remplir les différentes zones de l'outil de réservation. Par contre, je ne lui ai pas dit que c'était un numéro en France, donc là, il va peut-être ramer un peu pour choisir le pays là, pour le téléphone. Je ne sais pas si.
Bon, là, il travaille, hein. Il est un peu lent, mais bon. Voilà, donc là, il a mis le téléphone. Il va mettre l'email aussi. Donc, chaque fois qu'il réalise une action, la page se rafraîchit, hein, manifestement. Et dans la fenêtre du milieu, il nous dit ce qu'il a fait. Voilà, il a rempli, Phil, il remplit le formulaire de réservation avec le prénom, le nom, etc. Voilà, donc là, et peut-être à un moment donné, il va me demander la carte bancaire et tout ça. Donc, on va peut-être arrêter l'expérience à ce moment-là, parce que je me vois mal arriver comme Richard Ferrand dans l'histoire. Bon, là, je pense qu'il a peut-être un petit problème. Non, je sais pas. Je sais pas, il y a un champ en rouge, donc il y a peut-être un petit problème avec le numéro de téléphone. Ouais, bon, donc là, il a peut-être un problème avec une data qui est mal formatée ou un truc comme ça. Donc il me dit booking error, donc là, il s'arrête. Mais là, en l'occurrence, hein, on peut penser que progressivement, ce genre d'outil-là, avec une interrogation en mode totalement naturel et un jeu de questions-réponses, va permettre à ce genre d'outil de faire un travail. Et là, c'est un peu votre agent de réservation pour les restos. Les restos le vendredi soir ou le week-end. Ça pourrait être aussi une réservation d'un voyage que vous voulez prendre, je sais pas, au ski ou cet été dans les îles. Donc là, il va être capable de lancer ce genre d'opération. Alors évidemment, ici, sur des outils de ce type-là, bon, là, il continue à travailler, donc peut-être qu'il me demande de lui situer un pays, parce que là, il est un peu merdouillé sur le pays, je pense. C'est ça qui l'a bloqué dans le processus de réservation. En tout cas, bon, voilà. Donc, on arrive à un niveau d'intuitivité, de convivialité qui fait que ce genre d'agent, bah, évidemment, il ne va pas vous passer de la compta, vous faire la paye, le juridique et l'audit demain matin. Hein, c'est sûr, mais pour des tâches d'organisation personnelle, voire d'organisation professionnelle, peut-être qu'un jour, ce genre d'outil-là, hein, comme je vous le montre ici, va être capable de gérer par un système un peu voilà, type chatbot, de vous amener à lui donner les informations pour qu'il fasse la réservation. D'accord. On pourrait imaginer peut-être aussi qu'un jour, ils vous disent, bon, ben, remplissez-moi ce champ-là avec toutes ces informations-là d'un coup, et là, je ne vous demande plus rien, je fais la résa, j'ai même le numéro de carte bancaire, tout va bien, je fais le truc de A à Z. Là, pour l'instant, c'est plus un processus itératif qui fait qu'on avance dans l'outil et qu'on fait les choses progressivement. Voilà, donc ça, c'est un agent, typiquement, hein, et d'ailleurs, j'imagine qu'à la fin de la réservation, à la fin du processus de paiement, ben, on se ferait renvoyer par la plateforme un email de confirmation. Il se pourrait même que l'agent nous mette un petit mail ou un SMS pour dire OK, Stéphane ou Richard, tout s'est bien passé, tu peux passer la journée tranquille, ton resto est bien réservé, donc voilà, tu es en place pour la soirée. Voilà, donc là, il continue un peu à mouliner, donc je vais l'arrêter. Voilà le type d'agent qui va commencer à arriver. Donc, si vous voulez, on est passé, je vais revenir dans mon diaporama, on est passé d'un agent qui était construit avec une méthode qui fait que vous arrivez étape par étape à faire les choses, à un agent extrêmement intuitif, hein, convivial, qui lui est carrément capable de vous faire. Hop, je me remets dans mon diaporama. Il est là. Voilà, qui est capable de vous faire une action de A à Z par étape. Alors pour l'instant, c'est encore un peu laborieux. Il faut répondre à des questions, il faut rester un peu attentif au truc et tout ça. Mais bon, le temps que ça se professionnalise, il y a des outils, il y a Operator qui est sorti, je crois que c'est OpenAI. Il y a d'autres outils qui sont sortis chez Claude, donc Anthropix. Bon, il y a une dizaine d'outils, je vous dis, qui sont apparus. Il y en avait déjà 4 ou 5 qui étaient apparus il y a plusieurs mois en arrière. L'un des meilleurs pour moi, c'est Relevance AI, mais il y en a beaucoup qui sont sortis récemment. Et donc, on va vers cette logique d'agents IA qui vont être beaucoup plus comment dire, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus déjà orienté vers un travail qui se fait tout naturellement, hein, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Donc tout ça sont des choses qui vont être vraiment très intéressantes parce que progressivement, au lieu de construire les choses euh,
ici, dans des outils comme ça, comme ce que je vous ai montré, qui sont toujours un peu plus compliqués, hein, puisqu'il faut rentrer dans des menus, il faut apprendre un peu le logiciel, il faut comprendre la logique des différentes étapes et tout ça, ben là, vous aurez même plus besoin de ça, quoi. Vous aurez quelque chose qui va être totalement fluide, totalement automatique, mais peut-être pas pour des applications professionnelles au début. Donc, pour des applications pro, je pense que cet outil-là à 10 euros, franchement, il est canon parce que tous les autres outils que j'ai vus, dont Relevance AI, on est au moins à 30-50 € par mois minimum. Et c'est quand même assez technique. Donc, je pense que tout le monde ne sera pas capable de les utiliser, ou en tout cas n'aura pas le temps, hein, de les utiliser. Mais voilà, cette évolution-là vers des outils est vraiment assez incroyable. Et je pense que progressivement, ça va nous permettre d'avoir des choses qui sont très costauds pour programmer des automatisations, et surtout des automatisations avec beaucoup d'autonomie, beaucoup de capacité d'apprentissage. Et ça, c'est quand même très intéressant et très nouveau quelque part, hein, parce que tous les autres outils, tout ce qui est outils no-code, tout ce qui est outils RPA, etc., nécessitent quand même techniquement un apprentissage, et c'est plus ou moins robuste, hein, notamment le no-code. Bon, c'est bien quand on veut faire un truc ou deux ou trois dans sa société, mais monter beaucoup de processus à base de no-code dans un cabinet, je pense que c'est peut-être un peu problématique, parce que ça peut sauter. Il suffit qu'un abonnement soit plus à jour, il suffit un mot de passe ait sauté, il suffit que beaucoup de choses aient pu changer, et puis votre processus ne fonctionne plus. Avec la RPA, on a des choses quand même beaucoup plus puissantes, notamment avec UiPath. J'avais montré dans des webinaires précédents des processus de production comptable, sociale, juridique, etc., qui étaient complètement automatisés, donc des processus qui allaient dans des logiciels du marché, Cegid, Agiris, etc., Silae, etc. Et ça permettait vraiment de faire des choses complètement automatiques de A à Z, donc d'émuler le travail de collaborateurs. Donc déjà, c'est assez impressionnant, mais encore une fois, c'est figé à certaines typologies de travaux, et ça ne sort pas de ça. Alors que l'agent va être capable de sortir de ça et de prendre des initiatives. Donc là, on aura de vrais collaborateurs virtuels capables de réagir. Si vous dites à un agent, bah, écoute, tu es un chef agent et tu t'occupes d'une équipe d'agents qui font de la stratégie, le premier, du marketing, le second, du commercial, le troisième, et après de l'onboarding, etc., le quatrième, l'agent supérieur va être capable de manager les agents du dessous. Et d'ailleurs, dans Tascade, c'est prévu, hein, qu'on puisse avoir une sorte d'agent supérieur qui gouverne une équipe d'agents, et à l'intérieur, tous les agents se parlent entre eux pour faire du travail. Bon, je pense que quand on part dans des choses comme ça, juste pour conclure, il faut démarrer par des choses simples, toujours. Démarrez pas par le processus le plus complexe que vous pouvez imaginer. Commencez par un truc simple, mettez-le en place, faites-le tourner, apprenez à le faire, à le mettre en place, et à le rendre efficace. Et au bout d'un moment, vous pourrez passer un étape au-dessus en rajoutant des fonctionnalités, en rajoutant des outils, en rajoutant dans la base de connaissances des choses, peut-être même d'une base de données plutôt qu'un fichier pur jus PDF. Mais sachez que petit à petit, vous allez pouvoir faire des choses comme ça. Je sais qu'il y a déjà des cabinets qui ont mis en place des outils de ce type-là, et c'est quand même assez extraordinaire de se construire soi-même ces outils en toute autonomie, en toute indépendance, et surtout à des coûts, enfin 10 euros, c'est complètement ridicule. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit, je n'ai pas bien saisi le fonctionnement de ces outils. Comment ce type d'outil en accès public peut-il automatiser des tâches sur l'écosystème fermé du cabinet sans risque? Euh, alors, sans risque, ça, tout dépend de ce que vous appelez par sans risque. Il est clair que si vous devez faire passer dans ces outils-là des fichiers qui sont des fichiers ultra confidentiels, ou des fichiers sur lesquels votre déontologie vous interdit de mettre dans le domaine public, évidemment, vous ne servirez pas de ce genre d'outils-là. Bon, ça c'est clair et net. Par contre, si c'est pour organiser votre agenda, si c'est pour gérer vos emails, si c'est pour faire un certain nombre de choses, si c'est peut-être demain pour prendre des rendez-vous, hein, nous, on a montré déjà depuis quelques mois des outils qui permettent d'appeler les clients automatiquement, de composer le téléphone, d'appeler, de tenir une discussion, de stocker les réponses du client et de gérer un certain nombre de choses. Ça, ce sont des agents qui ont en plus une autonomie, hein, puisque, par exemple, l'agent conversationnel, on l'a testé. Moi, j'ai eu l'occasion depuis 3 mois de tester dans des cabinets, et les gens, à chaque fois, bah, ils ont essayé de piéger l'agent, quoi.
C'est-à-dire que le robot qui appelait, qui parlait, ils ont essayé de le faire partir dans des conversations un peu hallucinantes, hein. Ils ont essayé de le faire diverger, divaguer, et ils n'ont pas forcément réussi. C'est-à-dire que le robot, nous, on lui avait mis des conditions très précises en lui disant, écoute, tant que ça reste dans le sujet pour lequel tu appelles un client, par exemple, te faire renvoyer des pièces comptables ou des choses comme ça que tu vas lister très précisément, et si le client dit OK, je le fais et je le ferai tel jour de la semaine prochaine, on est dans le sujet. Si le client commence à dire ah ouais mais je voudrais parler à Isabelle, ma collaboratrice, est-ce que vous voulez me la passer? Ben là le robot il va dire il est prévenu que évidemment il ne sait pas faire ça, donc il est prévenu qu'en cas de demande qui est imprévu par rapport à l'objectif, il va taper en touche en disant je note pour Isabelle le fait qu'elle doit vous rappeler pour répondre à votre question ou pour traiter ce sujet-là. Donc en fait, quand vous donnez des capacités avec une anticipation à ce genre d'outil-là, après, il va être capable de s'organiser tout seul. Et j'étais des fois surpris par les réponses que le robot a faites, parce que vraiment le collaborateur qui a joué le jeu ou le cadre qui a joué le jeu pour répondre au robot, il est vraiment parti dans tous les coins, quoi. Et le robot a été plutôt assez cartésien, assez logique et assez propre dans ses réponses. Donc c'est vraiment ça, les agents dont je vous parle. Évidemment, je vous dis, si on doit toucher à des données RGPD, si on doit toucher à des fakes non anonymisés, si on doit toucher à un certain nombre d'informations qui sont très confidentielles, on ne va pas les mettre dans un outil qui est sur Internet. D'accord? Donc, pour vous répondre, et je l'avais dit d'ailleurs la dernière fois, j'avais évoqué les aspects d'anonymisation. L'anonymisation, ben, soit vous faites passer un fichier que vous voulez traiter, analyser, etc., par ChatGPT par exemple, dans un outil pour l'anonymiser, et il en existe, qui peuvent être en local ou en SaaS, avec des garanties de confidentialité. Soit vous mettez en place un abonnement ChatGPT Team, auquel cas, d'après contractuellement, OpenAI s'engage à ne jamais publier l'information que vous lui avez confiée pour faire une analyse de data, par exemple. Bon, à condition qu'on ait confiance dans cette promesse-là. Moi, j'avoue que je suis un peu mitigé. Et troisième solution, qui est peut-être la plus rassurante, c'est que vous montez chez vous un serveur avec un LLM, donc une IA générative open source, que vous téléchargez sur Internet, que vous mettez sur votre serveur local non connecté à Internet. Et donc, les gens, quand ils vont interroger le chatbot que vous allez mettre en place sur ce serveur-là et sur cette IA open source en local, ils vont pouvoir mettre des faits, ils vont pouvoir mettre des bulletins de paie, ils vont pouvoir mettre des contrats de travail ou des contrats XYZ, toutes sortes de fichiers on va dire, confidentiel, hein, que vous ne voulez pas dévoiler. Et là, il n'y a aucun problème, tout reste chez vous. Hein. Et donc là, bah, si votre serveur est suffisamment sécurisé aussi, et encore une fois, il ne faut pas qu'il soit relié sur Internet, sinon tout de suite vous ouvrez la porte à un risque, bah, à ce moment-là, les gens vont aller se connecter sur la base de ce serveur-là et vous avez réglé le problème de la sécurité, de la confidentialité sur la chose. Stéphane me demande, ça ressemble à Operator? Oui, tout à fait. Je l'ai cité tout à l'heure, c'est un peu comme Operator. Mais je vous dis, des outils comme ça, il s'en est créé chez presque tous les éditeurs, y compris Anthropix, y compris d'autres que je vous citerai la prochaine fois. Et donc, ce qui est pour moi intéressant à comprendre, c'est qu'il y a une floraison d'outils qui vont s'améliorer, qui vont devenir de plus en plus sympathiques et conviviaux. Mais déjà, celui que je vous ai montré, la Taskade, je le trouve vraiment très intéressant pour faire des choses et je vais essayer de vous montrer des exemples d'agents la prochaine fois. On verra, on va pousser un peu le bouchon pour voir jusqu'où il est capable de faire des choses. Mais je vous dis, oui, c'est Internet, donc on ne mettra pas des choses très, très confidentielles et on ne fera pas demain de la compta ou de la paye avec un robot avec uniquement cet outil-là, et à l'évidence. Par contre, chaîner des actions qui sont, je sais pas, appeler un client, prendre un rendez-vous, enregistrer le rendez-vous dans l'agenda de l'expert comptable, renvoyer une confirmation au client pour lui dire, OK, votre rendez-vous est bien prévu à tel jour, telle heure, et munissez-vous de tels documents, ou renvoyez-nous un formulaire avec telles informations pour que le rendez-vous soit plus riche. Enfin, tout ça, on peut se dire qu'on pourra chaîner demain des choses comme ça qui vont remplacer des dizaines et des dizaines de tâches effectuées par des collaborateurs du cabinet, hein, ou des secrétaires dans le cabinet. Et ça, c'est une évidence que ça va arriver extrêmement vite. Hein. Et je pense que déjà, tout comme en 2024, les outils d'IA générative ont permis à beaucoup de cabinets voilà, d'apprendre un peu à taper des prompts et à faire un travail un peu à bas dans l'outil.
je pense qu'en 2025, les cabinets vont passer à l'étape supérieure avec de la RPA, avec donc, différents assistants, des chatbots GPT qui sont très faciles à mettre en place. Hein. Moi, je le montre dans mes interventions. En 2-3 minutes, vous avez créé un chatbot, hein, c'est facile. Et puis, progressivement, les gens construiront des agents, bien qu'il y aura peut-être des agents de demain qui seront en mode SaaS, etc., qui seront disponibles, mais toujours pareil avec la problématique de la confidentialité. Donc, moi, je vous engage à la fois à examiner tout ça, à rester en veille, hein, c'est ce que vous faites d'ailleurs en étant avec nous aujourd'hui. Je vous engage à vous dire que vous pouvez le construire vous-même et donc à peut-être à prendre un outil comme ça et à, entre guillemets, jouer dedans, mais c'est un jeu un peu sérieux. Et je vous engage à vous dire que en termes d'indépendance, en termes d'autonomie, donc en termes de coûts que ça peut représenter, ça sera 1000 fois moins cher que ce que vous allez trouver tout fait, tout cuit chez votre éditeur préféré. Ça, c'est clair et net. Donc là, tout le monde aujourd'hui se plaint d'avoir des coûts informatiques, et c'est une réalité, hein, qui ont explosé depuis 50, 10 ans, hein, puisqu'ils ont, ils ont été multipliés par au moins 3 et peut-être même jusqu'à 5 dans les petits cabinets. Ben là, à un moment donné, oui, ça peut être une solution de ne pas accepter d'être dépendant tout le temps et de vouloir se construire soi-même ses propres outils. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se quitte? Parce que là, il est déjà 14h06 et je vais vous abandonner à votre triste sort qui est de faire quelques bilans de plus, ou quelques rendez-vous, si vous en avez sous la main. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, le petit chat est là pour ça. Allez, une question de plus avant qu'on se quitte? Non? Si votre expérience est proche de l'annonce du fondateur de Legal Place de créer un agent comptable IA. Florence, je ne sais pas trop ce que c'est un agent comptable IA, mais je vous dis avec de la RPA déjà, et j'ai indiqué il y a quelque temps dans des webinaires précédents que je coopérais avec des gens d'une société qui s'appelle Factory 456. Eh ben, ils ont créé sur la base notamment des logiciels historiques de la profession, donc des CJ, des Quadra, des ACD, des Agiris peut-être, oui Agiris, des Silae ou encore d'autres. Ils ont créé des robots qui font une action de A à Z. C'est-à-dire que l'action est fabriquée par un robot qui émule le travail d'un être humain sur un PC, sur un clavier. C'est le robot qui fait exactement tout à la place de l'être humain. D'accord? Donc, si vous appelez ça un agent comptable IA, oui, on va dire que les agents comptables IA font déjà des morceaux de processus très précis qui vont d'une certaine action à une autre action, qui se déclenchent sur la base justement d'un événement déclencheur et qui peut être, je sais pas quoi, je reçois un fake dans un certain répertoire et quand je reçois un fake dans le répertoire, alors je déclenche par exemple la production d'un tableau de bord. Ça pourrait être ça. Ben, typiquement, ça c'est très balisé. Hein. Par contre, si je dis je reçois un fake dans un répertoire et j'analyse les données du fake et je me rends compte qu'il y a des phénomènes. Donc à un moment donné, je dis coucou le robot analyseur, il faut que tu regardes ça et que tu me sortes un rapport sur toutes les anomalies qu'il y a dans le FEC. Et une fois que le robot analyseur il a sorti tout le truc, il dit ah le robot qui va prévenir le client, il faudrait que tu appelles le client parce que là il y a un problème, ou alors que tu préviennes l'expert comptable parce que là il y a un problème et il faut réagir, peut-être prendre rendez-vous avec le client, etc. Donc voilà, là on commence à aller vers les agents parce que les agents, cette autonomie, cette capacité d'interpréter la data et d'enchaîner des actions qui ne sont pas forcément bordées de A à Z, de l'étape A à l'étape Z, ça peut être, je passe par l'étape A, je saute à la D, je reviens à la E, et puis je zappe tout, et puis à la fin, je vais à Z ou pas. Mais ça, c'est l'agent IA par contre, parce que l'agent IA, il est capable de savoir que, en fonction de ce qu'il a découvert dans son processus entre guillemets, de réflexion, alors il a le droit d'aller chercher des ressources, par exemple d'autres agents, pour faire un travail. D'accord? Donc un agent comptable IA, ça pourrait être ça. C'est-à-dire que peut-être que demain, il passe, c'est pas peut-être d'ailleurs, c'est déjà le cas, il passe de la tenue, et puis il pourrait faire des TVA, et puis voilà, mais il va falloir leur apprendre, hein, les dresser pour qu'ils soient capables de faire ça, qu'ils soient capables de réagir, et qu'ils soient capables, si nécessaire, s'il y a quelque chose d'un peu exceptionnel ou une problématique, qu'ils soient capables d'aller chercher des ressources complémentaires pour enchaîner peut-être des choses.
Voilà. Donc ça, c'est le devenir de cette IA qui arrive à grands pas, hein, et qui va venir se conjuguer en plus avec la facture électronique qui va suivre un petit peu derrière. Donc c'est pour ça que je vous dis, et je l'ai montré à beaucoup de collaborateurs ces 3 derniers mois, ils ont été quand même très surpris, très étonnés de ce qui était en train d'arriver, ils n'en avaient pas du tout conscience. Il faut vraiment vous dire que beaucoup, pour moi, à terme, à 3 ans, 5 ans, 90% de ce que fait un cabinet, 90% de ce que fait un cabinet aujourd'hui sera robotisable. Pour moi, c'est pratiquement une évidence. Une évidence. Donc ça veut dire que non seulement il faut sauver le chiffre d'affaires et en tout cas le restructurer pour en faire un autre chiffre d'affaires à plus forte valeur ajoutée, mais il va falloir aussi aider les collaborateurs à muter d'un certain type de poste avec certaines tâches, etc., à un autre poste qui va aller plus loin, qui va être à plus forte valeur ajoutée sur les tâches réalisées au profit des clients ou au profit du cabinet. Mais c'est sûr que ça, c'est un vrai défi. Et ce défi-là, il sera pas, on ne pourra pas le mener en 3 mois, quoi. C'est-à-dire que là, tout ce qui arrive en ce moment, moi je le dis, je le répète, mais j'ai la sensation que les cabinets vont à leur vitesse habituelle, c'est-à-dire que pas plus vite qu'avant. Ils ont compris en 2024 qu'il y avait l'IA qui arrivait, ça c'est vrai, mais entre ce qu'ils ont aperçu et ce qu'ils imaginent du futur, aujourd'hui, la plupart ne se rendent pas compte que les 90% de tâches automatisables qu'on fait dans un cabinet le seront à 3-5 ans, peut-être 10 ans, mais c'est un grand maximum, hein. Et donc, ça veut dire que vous avez assez peu de temps pour réagir à ce genre de choses. Voilà. Pilot Guard étant une IA, permet-il de conserver la confidentialité attendue malgré la transmission d'un fake? Alors oui, tout à fait. De toute façon, Pilot Guard n'envoie jamais la donnée nominative sur l'IA. On n'envoie que des copies d'écran à l'IA, ce qui fait que l'IA ne voit jamais à qui appartient le fake. Donc la donnée, elle reste anonyme par essence, hein. On a fait en sorte que dès le départ, la donnée ne soit plus personnalisée. Florence me demande où un agent IA qui répondrait à des questions récurrentes à la place du collaborateur. Oui, ben ça, c'est déjà le cas avec un chatbot, hein. Si dans votre chatbot, vous mettez des documents ou encore une fois des bases de données, mais notamment ne serait-ce que des documents qui appartiennent par exemple au dossier du client et que le client peut aller, comment dire, interroger, ou des textes de loi ou de la jurisprudence ou autre chose. De toute façon, dès lors que vous donnez des documents, dès lors que vous donnez des bases de données et dès lors que progressivement vous donnerez des choses plus dynamiques comme des agents IA, même déjà les chatbots qu'on a aujourd'hui sont parfaitement capables, je vous dis, en 3 minutes, vous en créez un. Et si vos documents de référence sont complets, les gens à qui vous donnez les droits d'aller les interroger seront dès demain capables d'interroger votre chatbot et de se rendre service. Par exemple, un onboarding de collaborateurs, bah demain, s'il y a une sorte de manuel de procédure bien à jour qui explique comment on travaille dans le cabinet, quels sont les horaires, quels sont les outils, quelles sont les pratiques, quelles sont les habitudes, quelle est l'organisation et tout ça, le collab qui arrive, il va poser toutes ces questions directement au chatbot. Il n'a plus besoin d'avoir un chaperon qui va répondre pendant une journée ou deux aux collaborateurs. Alors, je ne dis pas il faut arrêter d'avoir des relations humaines avec les gens, mais ça peut faire gagner des heures et des heures à des gens dans le cabinet. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses. Yann, Convergence dévoile Proxy 1.0, donc c'est ça. Donc c'est l'outil que j'ai montré. Une révolution est en marche dans l'univers des agents IA. Proxy, développé par la startup Convergence, promet de surpasser les géants du secteur avec une approche plus efficace et accessible. Alors c'est vrai que vous l'avez vu, hein, c'est hyper. Enfin, il n'y a rien à apprendre, hein, on n'a même pas à savoir ce qu'il faut faire. Ça permet de faire énormément de choses. Donc merci Yann pour la copie. Je le rajouterai dans mon diaporama. Il y a encore avec seulement 12 millions de dollars de financement, soit 0,067% du budget de OpenAI, Convergence prouve que l'innovation en IA ne se limite pas aux géants du secteur. Alors effectivement, ça c'est un phénomène qu'on a vu avec les IA chinoises, d'ailleurs aussi avec Mistral ou avec d'autres, c'est qu'on voit de plus en plus arriver des modèles très performants qui ont été créés avec des budgets 100 fois, 1000 fois plus faibles que les budgets des leaders mondiaux du marché IA. Et donc ça c'est intéressant parce que ça permet de savoir que demain il peut y avoir des outils français, européens, d'autres pays et pas seulement anglo-saxons qui arrivent sur le marché et qui puissent donner des alternatives là aussi avec peut-être des pays qui obéissent au RGPD ou à d'autres réglementations plus rassurantes éventuellement
Bon, voilà, sur les données, je pense que c'est important de se dire qu'il faut faire attention, mais il ne faut pas non plus en faire une paranoïa parce que sincèrement, les données aujourd'hui qui sont sur nos ordis connectés à Internet, je pense que les gens qui veulent les obtenir les ont déjà. Voilà, je vais vous souhaiter un très bon après-midi, donc bonne fin de semaine, bon week-end. Je vous dis à bientôt pour la suite des agents IA. On va essayer de rentrer de plus en plus dans le vif du sujet avec des exemples concrets. Hein. Je vais m'efforcer de vous amener des exemples concrets là-dessus et surtout des exemples qui vont s'adapter à vos besoins, peut-être de production, mais surtout peut-être d'organisation dans un premier temps, pour vous faire gagner beaucoup de temps, parce que pour moi, l'un des enjeux de l'histoire, c'est d'abord de vous faire gagner du temps pour que vous puissiez aller après sur ces fameux tableaux de bord, sur d'autres missions de service, de conseil, etc. Et tant que vous n'aurez pas le temps, tant que vous n'aurez pas remplacé des bras humains par peut-être quelques robots bien placés et bien efficaces, ben vous serez coincé pour aller vers la mutation stratégique qui vous attend. Donc voilà, ça c'est un peu pour moi l'enjeu de l'IA et l'enjeu de votre indépendance future et de votre pérennité future dans de bonnes conditions. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci d'avoir été encore assez nombreux aujourd'hui. Et puis, donc, à la semaine prochaine pour ceux qui le pourront. À très bientôt. Au revoir.